La nuit tombait sur la Normandie le 5 juin 1944. La pluie avait cessé depuis 1 heure, laissant dans l'air une odeur épaisse de terre mouillée et de diesel. Dans la pénombre, 4 résistants se cachaient près d'une ferme abandonnée au sud de Caen. Henri Delmas, leur chef et ancien agriculteur devenu combattant de la liberté, regarda sa montre. 25 minutes, murmura-t-il. À ses côtés, Luc Morel, un ancien mécanicien, André Vasseur, un jeune étudiant universitaire, et Claire Lemoine, une courageuse courrière, attendaient, le cœur battant, le bourdonnement lointain d'une garnison allemande de 50 hommes postés près de la voie ferrée résonnait dans la nuit. Au-delà des râles, un train transportant munitions, carburant et renforts devait passer avant l'aube. L'invasion était imminente, bien que les 4 ne connaissent pas l'heure exacte. Seul le message codé de la BBC avait confirmé. L'événement, les longs sanglots des violons d'automne. Assurez-vous d'être abonné parce que demain, j'ai préparé quelque chose de vraiment spécial pour vous. Henri déplia une carte dessinée à la main. Luc et moi prendrons la haie pour atteindre le collecteur. André installe les explosifs sur la voie sud. Claire surveille depuis la crête. La voix de Claire trembla. Et s'ils vous attrapent? Henri croisa son regard. Alors tu leur diras que nous avons essayé. Les 4 avancèrent en silence, leurs bottes s'enfonçant dans la terre humide. Un chien aboya au loin puis se tut. La lueur jaune pâle des lampes allemandes perçait le brouillard, marquant l'arrogance de l'ennemi. Henri pensa à son fils, emprisonné dans un camp de travail quelques mois auparavant, dont la voix avait murmuré à la radio secrète. « Jamais, papa, jamais. » Ce souvenir le portait. La brise apportait avec elle les odeurs de la pluie récente et des blés écrasés sous leurs pieds. Chaque bruit, chaque craquement faisait bondir leur cœur. Claire s'arrêta un instant pour observer le ciel obscurci, scrutant les étoiles dissimulées derrière les nuages bas. Henri lui donna un léger signe de tête. « Concentre-toi. Rien ne doit nous distraire. » Arrivé près de la haie, Luc sortit les explosifs. Des sacs de fortune, fabriqués à partir de munitions allemandes volées et de sucre provenant d'une distillerie locale, reposaient dans son sac. André, les mains tremblantes, commença à connecter les fils. « Combien de temps nous reste-t-il » demanda-t-il à voix basse. Henri regarda sa montre. « 18 minutes. » Le rire des soldats allemands se fit entendre à travers la nuit. Ils jouaient aux cartes, buvaient de la bière et se croyaient en sécurité, inconscients que la résistance était déjà à l'œuvre. Claire observa 2 sentinelles se déplacer près de la lampe de la voie ferrée. Elle tapota 2 fois avec sa lampe de signalisation, un avertissement convenu à l'avance. Henri s'immobilisa. « Luc, n'attends pas. Mets la charge maintenant. » Luc sourit, un peu nerveusement. « Comme pour réparer un tracteur, hein ?» Il resserra les pins et arma le détonateur. « C'est fait. » Henri hocha la tête, et les 4 prirent la fuite, se dispersant dans la haie. Les balles sifflaient, mordant les feuilles et le bois. Claire courut vers eux, le boîtier du détonateur serré dans ses mains. André gisait sur le sol, blessé. Luc le tira vers la sécurité. Quelques secondes suffirent avant que le détonateur soit activé. Le sol éclata sous eux, l'acier hurla, le feu lécha la nuit, le train dérailla, le camion s'écrasant contre le talus. La fumée s'éleva, en spirale dans le ciel. Au loin, le son des cloches de l'église se fit entendre, bien que personne ne l'ait ordonné. Caen s'éveillait au chaos. À l'aube, le train n'avait jamais atteint les plages. Les renforts allemands furent retardés de 12 heures, sauvant des centaines de vies sur le sable. Henri, Luc et Claire se cachèrent dans les bois jusqu'au crépuscule. André ne survécut pas. Il s'était effondré sous les chênes, tenant son fil de détonateur comme une relique. Henri l'enterra lui-même, marquant le lieu d'une simple croix en bois. « 25 minutes, murmura-t-il. C'est tout ce qu'il a fallu pour tout changer. Des mois plus tôt, les pilotes français à Cambrai préparaient leur Morane Saulnier MS, 406. Capitaine Luc Béraud, sergent Marcel Delattre, André Dédé Fournier et le plus jeune, Henri Valois, s'apprêtaient à affronter la Luftwaffe avec des avions que les Allemands considéraient comme des « jouets ». Mais pour eux, ces jouets étaient la dernière ligne de défense de la France.
Luc Béraud avait 32 ans. Avant la guerre, il était professeur et pouvait réciter Victor Hugo par cœur. Maintenant, ses yeux étaient rouges de nuit blanche, sachant que chaque mission pouvait être sa dernière. Marcel, le mécanicien devenu mitrailleur, portait le silence de la mort de son frère à ses dents dans chaque mouvement. Henri Valois, 21 ans, gardait la photo de sa fiancée Élise à l'intérieur du cockpit. Dédé, l'humoriste du groupe, jurait que les Allemands ne comprendraient jamais ce que signifiait voler pour autre chose que des ordres. À l'aube, un messager apporta l'ordre « Bombardier ennemi repéré près d'Arras ». Direction estimée, sud-ouest. Luc lut le message et murmura « Ils viennent pour les ponts. S'ils les détruisent, la retraite sera impossible. » Il regarda les hommes. « Nous tenons le ciel, où la France perd son souffle. Les moteurs des Moranes toussèrent, crachant de la fumée bleue. L'air semblait paisible, mais c'était un mensonge cruel. Les 4 pilotes s'envolèrent vers l'est, les champs et les rivières floutaient sous eux. Les Stukas apparaissaient à l'horizon, 20 bombardiers, accompagnés de Messerschmitts. Comptez ce que vous pouvez abattre, pas ce que vous ne pouvez pas. Henri fut touché, son cockpit fissuré. Marcel volait silencieusement, Dédé plaisantant pour masquer la terreur. Les minutes s'égreniaient, et l'ennemi larguait ses bombes. Les ponts étaient partiellement détruits, mais le village en dessous resta intact grâce aux manœuvres précises des pilotes. Marcel et Henri s'abattirent sur les champs, évitant les tirs, tandis que Dédé et Luc poursuivaient l'offensive. Henri Valois finit par s'écraser dans un champ de blé. Une photo d'Élise flottait encore depuis le cockpit. Luc se posa près, de lui, moteur à l'agonie, et murmura « Tu as tenu le pont, gamin. Tu l'as tenu. » Les villageois avaient observé toute la nuit. La nouvelle de l'accident déclencha leur mobilisation. Armés de fourches, de fusils et même d'huile bouillante, ils transformèrent la petite ville en une forteresse improvisée. Claire et Luc guidèrent les habitants, expliquant l'importance de retarder les renforts allemands. Les fenêtres furent barricadées, les champs minés et les toits surveillés. Les Allemands hésitèrent, incertains face à cette résistance inattendue. Des années plus tard, Henri Delmas revint dans le champ où André était tombé et où le Morane s'était écrasé. Les voies ferrées avaient été reconstruites. La guerre était terminée depuis longtemps. Un mémorial portait l'inscription « Aux 4 qui ont retardé la mort et acheté du temps pour la liberté Luc, André, Claire, Henri ». Les trains passaient chaque jour, transportant des passagers inconscients des sacrifices commis sous leurs roues. Henri toucha les noms du bout des doigts. Les enfants jouaient à proximité, écoutant des histoires de courage, bien qu'ignorant la vérité complète. À Cambrai, Luc Béraud visita l'ancien aérodrome, maintenant reconverti en terres agricoles. Une hélice rouillée pendait dans une grange, témoin silencieux de ceux qui avaient piloté de fragiles jouets pour protéger le ciel français. « Même les jouets, murmura-t-il, peuvent sauver une nation s'ils sont pilotés par des hommes qui refusent de tomber. » Le vent portait un faible bourdonnement de moteur à travers les arbres. En Normandie, les villageois déposaient encore des fleurs sur le site du crash, honorant le pilote qui avait détourné la mort. Un seul choix avait sauvé une ville, retardé une division allemande et donné à d'innombrables vies une chance de liberté. Les échos du courage demeuraient dans les champs silencieux, gravés à jamais dans l'histoire. Le collecteur apparut enfin au détour de la haie. Luc s'agenouilla et déballa les explosifs faits maison, bricolés à partir de munitions allemandes volées et de sucre provenant d'une distillerie locale. Chaque sac était une promesse de destruction, fragile mais terriblement efficace. Les mains d'André tremblaient alors qu'il connectait le détonateur avec précaution, ses doigts glissant sur les fils humides. « 18 minutes » murmura Henri, jetant un regard rapide à sa montre. Le temps semblait se dilater, chaque seconde s'étirant jusqu'à l'infini, et pourtant chaque instant comptait. Le silence de la nuit était lourd, seulement brisé par le bourdonnement lointain des lampes allemandes et le chant monotone de la pluie qui avait cessé 1 heure plus tôt. À la garnison, les rires allemands résonnaient dans l'air humide. Des hommes jouaient aux cartes, buvaient de la bière et se croyaient totalement allemands, l'abri du monde extérieur, inconscients que la résistance se préparait à frapper à quelques dizaines de mètres de là. Claire, perchée sur la crête, observa les environs avec son petit projecteur
2 sentinelles s'approchaient, leurs silhouettes se découpant sur le ciel sombre. Elle fit 2 petits tapotements convenus avec sa lampe, un signal clair pour Henri et Luc. Le cœur d'Henri manqua un battement. Il se figea, les yeux rivés sur le danger imminent. « Mets-le maintenant » souffla-t-il avec une détermination glaciale. Luc esquissa un sourire nerveux, essayant de dissiper la peur, comme pour réparer un tracteur, hein murmura-t-il. Les pins se resserrèrent, le fusible fut armé. Luc se redressa légèrement et annonça calmement. « C'est fait. » Henri hocha la tête, et ensemble, ils se dispersèrent dans la haie, se fondant dans l'obscurité. Un cri allemand retentit soudain, « Halt !» Une fusée éclairante explosa au-dessus de leur tête, illuminant la nuit d'un blanc aveuglant. Les balles sifflaient et mordaient les feuilles et la terre humide. Claire descendit la crête en courant, tenant fermement le détonateur dans ses mains. André gisait à quelques mètres, blessé, le souffle court, tremblant de douleur et de peur. Luc le saisit et le traîna derrière un buisson, cherchant un abri. Chaque seconde semblait durer une éternité, le destin de tous reposant sur ce petit boîtier entre les mains de Claire. Henri cria « Maintenant !» Claire appuya sur le déclencheur. La terre explosa sous leurs pieds dans un fracas assourdissant. L'acier hurla, les rails se tordant et éclatant tandis que le train déraillait. Un camion chargé de munitions s'écrasa dans un talus, projetant des flammes et des éclats de métal dans la nuit. La fumée s'éleva en spirale, s'élevant vers le ciel comme un signal silencieux de rébellion. Les cloches de l'église du village voisin commencèrent à sonner, faiblement, bien qu'aucun ordre ne les ait fait retentir. La Normandie s'éveillait au son du chaos et de la défiance. Luc s'effondra sur les genoux, le souffle court, la poussière recouvrant son visage. Henri se redressa lentement, essuyant la sueur et la pluie résiduelle de son front. Les lumières allemandes clignotaient dans le lointain, les hommes désorientés tentant de comprendre ce qui venait de se produire. Le train, maintenant immobilisé, fumait et émettait des craquements métalliques, chaque wagon étant un témoin silencieux du courage de 4 résistants. André, bien que blessé, respirait encore faiblement, serrant la main de Luc, comme pour confirmer qu'il survivrait. Claire, tremblante mais déterminée, regarda l'explosion derrière elle. Ses yeux reflétaient la lumière vacillante des flammes et l'immense fierté d'avoir accompli sa mission. Les villageois commencèrent à émerger de leurs maisons, attirés par le fracas, l'odeur de la fumée et le grondement des rails tordus. Des hommes, des femmes et même des enfants observaient à distance, les yeux écarquillés, comprenant instinctivement que quelque chose d'extraordinaire venait de se produire. Le train allemand transportant munitions, carburant et renforts avait été neutralisé, et le fragile équilibre de la guerre venait de basculer, ne serait-ce que pour quelques heures précieuses. Henri pensa à son fils, toujours prisonnier d'un camp de travail, et à la promesse qu'il lui avait faite par radio. « N'abandonne jamais, papa, jamais. » Ce souvenir le réchauffa dans la nuit froide et humide. Il savait que chaque seconde gagnée, chaque obstacle placé sur le chemin de l'ennemi, rapprochait la liberté, ne serait-ce qu'un peu. Luc, assis sur la terre trempée, murmura « Nous l'avons fait ». Mais Henri secoua légèrement la tête, conscient que la guerre n'était pas terminée, que d'autres combats attendaient et que chaque décision, chaque acte, pouvait être la dernière. Au loin, les sirènes d'alarme allemandes commencèrent à hurler, signalant que la garnison avait découvert la destruction. Les soldats se précipitèrent dans tous les sens, essayant de sauver ce qui pouvait l'être. Les vagues de panique se reflétaient dans les lampes, les visages crispés, les ordres hurlés. Les 4 résistants, cependant, se déplacèrent silencieusement à travers le verger, disparaissant dans les ombres des arbres, utilisant chaque tronc et chaque buisson comme couverture. Le danger était loin d'être terminé, mais le succès initial donnait un souffle nouveau à leur courage. La pluie avait laissé des flaques d'eau sur le sol, et chaque pas envoyait un éclat scintillant vers le ciel. Henri pensa aux mois passés à préparer cette attaque. Les soirées à déchiffrer les messages de la BBC, les semaines à fabriquer des explosifs avec des matériaux de fortune et les nuits à s'entraîner, en silence dans les champs détrempés, avaient finalement payé. André, malgré sa jeunesse, avait montré un courage inébranlable. Luc avait pris des risques calculés, et Claire avait été l'œil vigilant,
observant le moindre mouvement ennemi avec une précision presque surnaturelle. Alors que l'aube commençait à poindre, un calme relatif s'installa. Le train, détruit et fumant, bloquait la voie ferrée. Les renforts allemands avaient été retardés, donnant un avantage crucial aux Alliés qui se préparaient pour l'invasion imminente. Les 4 résistants se regroupèrent dans un petit bosquet, leurs vêtements trempés et déchirés, mais leurs yeux brillants de fierté et de fatigue. Chaque souffle qu'ils prenaient semblait chargé de l'importance de leur mission. Henri examina André, qui, malgré ses blessures, esquissa un faible sourire. « Tu as tenu, mon garçon » murmura Henri, sa voix tremblante mais ferme. Luc tapa doucement l'épaule d'André, ajoutant « Nous avons tous tenu. » Ensemble. Claire, enfin capable de respirer un peu plus calmement, regarda le ciel assombri par la fumée et murmura « Pour chaque seconde volée à l'ennemi, nous avons sauvé des vies. » Au village, les habitants commençaient à murmurer entre eux. Certains avaient vu l'explosion depuis les fenêtres, d'autres avaient entendu le fracas métallique des rails et des wagons. Rapidement, la nouvelle se répandit. Des résistants avaient frappé au cœur de l'ennemi et avaient retardé ses plans. Les expressions de peur se transformèrent en respect et en admiration. Les plus âgés racontaient déjà aux plus jeunes ce qui venait de se passer, inscrivant dans la mémoire collective l'histoire de courage et de sacrifice. Henri se tourna vers Luc et Claire. « Nous devons disparaître avant que les Allemands ne nous trouvent, » dit-il. Les 3 acquiescèrent silencieusement, sachant que chaque seconde comptait encore. Ils avancèrent à travers les champs détrempés, leurs silhouettes se fondant dans la brume matinale. Derrière eux, le train en feu continuait à cracher de la fumée et des étincelles, un monument temporaire à leur audace et à leur détermination. Les minutes suivantes furent un mélange de tension et de soulagement. Chaque bruit, un craquement, un oiseau s'envolant, un vent glacial pouvait signifier la découverte ou la sécurité. Claire serra le détonateur contre elle, encore chaud, témoin tangible de ce qu'il venait d'accomplir. Luc, essuyant la sueur de son visage, murmura « Nous avons changé le cours de cette nuit. Rien que pour quelques heures, nous avons donné un souffle à la liberté. » Henri regarda autour de lui. La haie qui les avait cachés, le verger qui les avait protégés, tout semblait silencieux maintenant, comme si la nature elle-même respectait leur courage. Il pensa aux jours sombres à venir, aux dangers encore à affronter, et, pourtant, pour la première fois depuis longtemps, il sentit l'espoir. Chaque vie sauvée, chaque minute gagnée, chaque acte de bravoure avait un prix, et ce prix venait d'être payé. Alors que le soleil commençait à se lever, éclairant la fumée et la terre retournée, Henri murmura « Pour André, pour ceux qui sont tombés, pour ceux qui resteront. » Claire et Luc acquiescèrent, leurs regards fixés sur l'horizon. Le monde était encore en guerre, mais pour ce court instant, la victoire appartenait à ceux qui osaient se tenir dans la ligne de feu. Le fracas du train, le feu léchant la nuit et les cloches de l'église continuaient de résonner dans le vent. Ce moment serait gravé dans la mémoire de tous ceux qui avaient assisté, directement ou indirectement, à cet acte de résistance. La Normandie s'éveillait au jour nouveau, marqué par le courage d'hommes et de femmes ordinaires, accomplissant des actes extraordinaires, et la légende de leur bravoure commençait à se répandre à travers les villages et les villes, promettant de ne jamais être oubliée. L'aube se leva enfin sur la Normandie, baignant les champs humides dans une lumière pâle et fragile. Le train n'avait jamais atteint les plages, retardant les renforts allemands de 12 heures cruciales. Ces 12 heures avaient suffi à changer le destin de milliers d'hommes, mais le prix avait été élevé. Henri, Luc et Claire s'étaient réfugiés dans l'épais manteau de la forêt, les arbres anciens protégeant leurs mouvements. Le sol était encore glissant de la pluie de la veille et des éclats de terre retournés par l'explosion. Chaque pas résonnait dans le silence matinal. Chaque craquement de branches rappelait que l'ennemi pouvait surgir à tout moment. André gisait sous les grands chênes, le corps ensanglanté, respirant faiblement. Ses doigts tenaient toujours le détonateur, comme un artefact sacré témoignant de l'acte accompli. Henri s'agenouilla à ses côtés, sentant le poids écrasant de l'histoire sur ses épaules. Il enfouit son ami avec ses propres mains, creusant une tombe modeste, mais digne, marquée d'une simple croix en bois, gravée avec soin et respect. « 25 minutes » murmura Henri, la voix tremblante mais ferme.
C'est tout ce qu'il a fallu pour changer le cours des choses. Les larmes se mêlaient à la pluie sur ses joues, tandis que le vent emportait les dernières notes d'un silence solennel, presque religieux. Pendant ce temps, ailleurs, la Royal Air Force préparait sa mission dans le nord de la France. 4 avions Morane-Saulnier, alignés sur un petit aérodrome aux abords de Cambrai, ronflaient doucement en attendant le signal. Le capitaine Luc Béraud, le sergent Marcel Delattre, André Dédé, Fournier et Henri Valois inspectaient les appareils, conscients de la fragilité de leurs engins face à la puissance écrasante de la Luftwaffe. Les avions, considérés comme obsolètes et ridiculisés par les Allemands, étaient leurs seuls alliés. Pourtant, dans ces jouets, comme les ennemis les appelaient, résidait l'espoir de tenir la ligne dans le ciel du nord de la France. L'odeur de l'huile, de la fumée et de la peur emplissait l'air de l'aérodrome. Les moteurs toussaient et vibraient, tandis que les pilotes effectuaient leur dernière vérification. La tension était palpable, les mains tremblantes ajustant les cadrans, les yeux scrutant l'horizon. Les ordres tombèrent brusquement. Des bombardiers ennemis avaient été repérés près d'Arras, se dirigeant vers le sud-ouest, menaçant les ponts cruciaux qui reliaient les régions stratégiques. Chaque seconde comptait. Luc prit une profonde inspiration et lança d'une voix calme mais déterminée. « Nous tenons le ciel, où la France perd son souffle. » Les autres acquiescèrent, serrant leurs instruments et se préparant à monter dans des Blick, appareils qui semblaient frêles face aux Messerschmitt et aux Heinkel ennemis. Les moteurs des Morane s'animèrent, crachant des flammes bleutées, secouant les planches et les ailes dans une vibration qui traversait chaque os de leurs pilotes. Les avions roulaient sur la piste, s'élevant dans le ciel gris, portant avec eux l'espoir d'un pays entier. Au-dessus des champs et des villages, le vent sifflait à travers les hélicets, emportant avec lui le parfum de l'herbe humide, de l'acier chaud et de la détermination inébranlable. Henri, le cœur battant, sentait chaque pulsation comme une note dans une symphonie de courage et de peur. La ligne de front aérienne s'étendait devant eux, un patchwork de nuages, de fumée et de lumière naissante. Les pilotes allemands ne tardèrent pas à apparaître, silhouettes sombres contre la clarté fragile du matin. Les Morane tremblaient sous la puissance de la confrontation, mais chaque manœuvre, chaque virage, chaque rafale de mitrailleuse était calculée avec précision. Le capitaine Luc Béraud esquiva de justesse un tir ennemi, son visage crispé de concentration. Marcel Delattre, derrière lui, ajustait ses tirs pour protéger ses compagnons, tandis qu'André Dédé, Fournier, s'assurait de maintenir l'altitude malgré les secousses incessantes. Henri Valois, l'air calme mais le cœur battant, guidait son appareil avec une précision chirurgicale, chaque geste étant une danse entre la vie et la mort. Le ciel semblait s'embraser à mesure que les combats s'intensifiaient. Des traînées de fumée et de feu marquaient les affrontements, et chaque pilote comprenait que l'échec signifiait la mort immédiate. Pourtant, au milieu du chaos, un sentiment d'unité régnait. Les 4 hommes se synchronisaient, chaque mouvement coordonné avec celui de l'autre, chaque décision prise en fonction de la survie collective. L'expérience, l'entraînement et le courage personnel se mêlaient dans une harmonie fragile mais efficace. Soudain, un Heinkel allemand vira dangereusement, menaçant de dépasser Luc. Le capitaine ajusta son appareil, sentant les vibrations traverser son corps entier, et riposta avec précision. Le bombardier explosa en une gerbe de flammes et de métal, disparaissant dans un nuage de fumée noire. Les cris de victoire et de soulagement se mêlèrent à l'adrénaline qui coulait dans leurs veines. Marcel, essuyant la sueur de son front, murmura « Nous avons tenu. » « Mais combien de temps encore ?» André, Dédé, Fournier, le regard fixé sur l'horizon, répondit « Tant que nous avons du ciel et du courage, nous continuons. Préparer et raconter cette histoire nous a pris beaucoup de temps. Alors, si vous l'appréciez, abonnez-vous à notre chaîne, cela compte énormément pour nous. Maintenant, retournons à l'histoire. » Les minutes suivantes furent une danse incessante entre la vie et la mort. Les ponts, Arras étaient maintenant à portée de vue, les structures vulnérables sous le feu ennemi. Chaque pilote comprenait que leur mission n'était pas simplement de combattre les avions adverses, mais de protéger la France et chaque âme qui vivait sous son ciel. Le poids de cette responsabilité, bien que silencieux, pesait sur chaque muscle, chaque pensée, chaque souffle. Henri pensa à la forêt de Normandie, à André allongé sous les chênes,
à Luc et Claire cachés entre les troncs, et à tout ce qu'ils avaient accompli dans la nuit précédente. La guerre était partout, mais à cet instant précis, le ciel était leur domaine. Les moteurs hurlaient, les mitrailleuses crachaient le feu, et le vent sifflait entre les ailes. Chaque mouvement était calculé, chaque décision, une question de vie ou de mort. Alors que le combat aérien continuait, un calme étrange s'installa un bref instant. Les pilotes allemands avaient été repoussés pour le moment, et les ponts étaient en sécurité. Les 4 Morans, bien que secoués et endommagés, se regroupèrent, respirant profondément à mesure que la tension diminuait légèrement. Le soleil commençait à percer les nuages, illuminant les cicatrices laissées sur les appareils et les champs en dessous. L'air était encore chargé de fumée et d'huile brûlée, mais l'espoir renaissait avec la lumière matinale. Henri prit un moment pour observer ses compagnons. Chacun d'eux portait les marques de la bataille, visage noircié par la fumée, mains tremblantes, mais yeux brillants de détermination. Le prix du courage était visible sur chaque corps, chaque expression. Luc Béraud, malgré une éraflure sur l'épaule, esquissa un sourire fatigué mais sincère. Marcel Delattre essuyait une larme involontaire, conscient de la fragilité de la vie, méfié de leur mission accomplie. André Dédé Fournier, le plus jeune, respirait profondément, sentant pour la première fois que la chance pouvait encore leur sourire. Les avions descendirent lentement, leurs moteurs toussant et crachant leur dernier souffle. L'aérodrome de Cambrai apparut enfin en vue, un sanctuaire temporaire après les épreuves du ciel. Les 4 hommes se posèrent avec précision, leurs appareils endommagés mais intacts. Chaque pas sur le sol ferme fut accueilli par un soulagement silencieux. Les regards se croisèrent, et sans un mot, chacun comprit que le prix du courage n'était pas seulement payé en minutes ou en heures, mais en vie, en sacrifice et en souvenirs gravés à jamais dans le cœur. Dans les jours qui suivirent, le récit de ces exploits se répandit parmi les troupes et les habitants. Les ponts d'Arras étaient protégés, la Normandie était plus sûre, et les Alliés gagnaient du temps précieux pour l'invasion imminente. Mais le prix restait visible, tangible. André reposait toujours sous les chaînes, Henri portant la mémoire de son ami Danteux. Chaque décision future. Luc et Claire continuaient à se battre, portant en eux l'esprit de résistance et la conviction que chaque acte, si petit soit-il, pouvait changer le cours de l'histoire. Alors que le soleil se couchait sur la Normandie et le nord de la France, un sentiment de triomphe mêlé de mélancolie flottait dans l'air. Les 4 hommes, bien que fatigués, savaient que leur courage avait été payé au prix fort et que chaque souffle, chaque battement de cœur, chaque pensée comptait. La guerre continuait, mais à cet instant, le ciel appartenait aux braves, et le souvenir des sacrifices resterait gravé dans la mémoire de tous ceux qui avaient regardé le courage prendre forme dans les flammes, le métal et la fumée. Le ciel au-dessus de la Normandie s'assombrit soudainement. Les Stukas apparurent, 20 bombardiers en piqué surgissant de l'horizon comme une nuée d'acier vrombissant. Ils étaient escortés par des Messerschmitt, rapides, et mortels, tranchant l'air avec une précision terrifiante. Henri sentit son estomac se nouer lorsque son appareil fut touché, la verrière se fissurant sous l'impact des balles ennemies. Le bruit du métal craquant emplissait son cockpit, tandis que chaque vibration résonnait dans ses bras et ses jambes. Marcel, à côté de lui, pilotait silencieusement, le visage impassible mais tendu, concentré sur chaque manœuvre. Dédé, pour masquer sa peur, lança des plaisanteries sombres qui se perdaient dans le rugissement des moteurs. Luc, le leader du groupe, calculait rapidement la situation. Il disposait de 20 minutes pour arrêter l'avance allemande et protéger les ponts et villages en dessous. Chaque seconde comptait, chaque décision pouvait signifier la survie ou la mort. Les balles déchiraient le ciel, laissant des traînées brillantes dans l'air humide du matin. L'appareil d'Henri toussait et manquait de puissance, son moteur grognant sous l'effort. Il resta volontairement bas, gardant le pont dans son champ de vision, protégeant les civils et les structures fragiles qui s'étendaient en dessous. Les Stukas larguaient leurs bombes avec une précision meurtrière, les explosions déchirant les rivières et les champs environnants. Le sol tremblait sous l'impact, les éclats de métal et de bois volant dans toutes les directions. Un pont s'effondra partiellement, mais grâce aux manœuvres habiles d'Henri, la destruction ne toucha pas le village en contrebas. Les habitants, cachés derrière des murs et dans des granges,
ne comprenaient pas encore que leur salut dépendait de ce combat aérien. Marcel, malgré sa concentration, sentit son appareil s'embraser, les flammes léchaient les ailes et la fumée noire obscurcissait le tableau de bord. Dédé et Luc étaient les derniers Moranes encore en l'air. L'ultime vague allemande approchait, implacable, avec la force combinée de 20 bombardiers et de leurs escorteurs, Rapids. Le carburant de Luc était presque épuisé, mais il ne pouvait se permettre de se retirer. Chaque pilote affrontait la gravité et les lois de la physique avec une audace qui frôlait l'impossible. Il plongeait, tirait, esquivait et, lorsque nécessaire, entrait en collision partielle avec les appareils ennemis pour protéger le ciel normand. Un Stuka explosa soudainement au milieu de l'air, ses fragments tombant comme un confetti mortel sur les champs et les rivières. L'impact fit vibrer les avions proches. Et Luc sentit son cœur s'accélérer, tandis qu'il manœuvrait pour éviter les débris. Henri continuait à protéger le pont, son regard fixé sur chaque mouvement ennemi, son souffle régulier mais intense. Il savait que le moindre faux pas pouvait détruire des vies innocentes. Ses mains serraient les commandes, ses bras tremblaient sous la tension, mais il ne lâchait rien. Chaque seconde était une lutte contre la mort elle-même. Dédé esquiva, un tir direct et riposta avec précision, abattant un Messerschmitt qui s'approchait trop près. Marcel, avec son appareil en flammes, continua à fournir une couverture indispensable, protégeant Luc et Henri pendant qu'ils effectuaient des manœuvres risquées au-dessus des ponts et des champs. Les explosions se multipliaient en dessous, soulevant des nuages de poussière et de fumée qui rendaient la visibilité presque impossible. Mais la détermination des pilotes ne faiblissait pas. Chaque action était calculée, chaque mouvement dicté par la nécessité de survivre et de protéger ceux qui dépendaient d'eux. Henri sentit soudain son Morane céder à la fatigue et aux dommages. Le moteur cracha, se mit à fumer et finalement s'éteignit. Il plongea dans un champ de blé, sentant chaque vibration se transformer en choc brutal lorsqu'il heurta le sol. Le vent dispersa un fragment de son passé. Une photo de sa fiancée, laissée dans le cockpit, s'envola, tourbillonna, avant de se poser doucement sur les épis dorés. Le silence qui suivit le crash était assourdissant, seulement troublé par le bruissement du vent à travers les blés. Henri resta quelques instants, à moitié conscient, moitié en état de choc, observant le ciel encore rempli de combats. Luc réussit à atterrir non loin, son moteur crachant ses derniers râles avant de s'éteindre complètement. Il sortit de l'appareil, les mains noircies par l'huile et la poussière, et marcha jusqu'au lieu du crash d'Henri. Le silence de la campagne contrastait brutalement avec la furie du ciel quelques instants plus tôt. Debout au milieu des débris fumants et des épis de blé écrasés, Luc contempla son camarade et murmura « Tu as tenu le pont, gamin, tu l'as tenu. » La voix tremblante, chargée de respect et de soulagement, se perdit dans le vent. Pendant ce temps, Dédé observait le ciel, prêt à riposter si une autre vague allemande se présentait. Les ponts étaient toujours debout, les villages encore intacts, mais le coût humain était évident. Les visages fatigués, les corps endommagés, la poussière et la fumée témoignaient de la violence du combat. Chaque pilote savait que ce n'était pas seulement un combat contre les avions ennemis, mais un combat pour la vie et la liberté de milliers d'innocents. Les minutes qui suivirent furent un mélange de soulagement et de gravité. Le ciel se calma lentement, les Stuka et les Messerschmitt se retirant vers l'horizon. Le soleil commençait à percer les nuages, illuminant les champs de Normandie, les ponts encore intacts, et les éclats de métal dispersés. Le vent transportait l'odeur de l'huile brûlée, de la fumée et des blés écrasés. Les cris de victoire étaient silencieux, mais présents dans les cœurs de ceux qui avaient survécu. Chaque pilote comprit que la bataille avait été gagnée, mais que le prix du courage resterait gravé pour toujours dans leur mémoire. Henri, récupérant lentement de son crash, prit conscience du rôle qu'il venait de jouer. Son regard se posa sur la photo de sa fiancée, maintenant tachée de poussière et de sueur, symbole fragile mais puissant de ce qu'il défendait. Luc s'approcha, offrant une main tremblante mais ferme, et ensemble, ils se tinrent debout au milieu des débris, regardant le ciel redevenu calme. Dédé et Marcel, encore en alerte, se joignirent à eux, formant un cercle silencieux de survie et de solidarité. Leurs pensées se tournèrent ensuite vers ceux qui n'avaient pas survécu, les pilotes ennemis tombés, les civils exposés, les camarades disparus.
Le ciel normand, bien que pacifié pour le moment, portait les cicatrices de la guerre. Mais la bravoure et le sacrifice des 4 Moranes avaient permis de protéger les villages et les ponts, retardant l'avance allemande et donnant aux Alliés un avantage crucial. Chaque souffle, chaque battement de cœur, chaque décision avait été payée au prix fort. Henri observa les champs autour de lui, les épis dorés se balançant doucement sous le vent, et pensa aux habitants, encore inconscients du rôle qu'il avait joué. Luc ramassa un fragment de métal tordu, souvenir tangible de l'explosion et de la violence du combat. Dédé, le plus jeune, s'agenouilla pour toucher le sol, sentant la chaleur de la terre et la vie qui persistait malgré les destructions. Marcel, le visage noirci par la fumée et la poussière, ferma les yeux un instant, respirant profondément et sentant le soulagement envahir son corps. Les 4 hommes reprirent finalement la route vers l'aérodrome, marchant lentement au milieu des champs dévastés, chacun portant ses blessures, visibles ou invisibles. Henri pensait à son engagement, à André, à Luc et Claire dans la forêt normande, et à tout ce qui avait été accompli dans le ciel et sur terre. La bataille au-dessus de la Normandie n'était qu'une des nombreuses étapes de la guerre, mais elle avait été décisive. Leur courage avait tenu, et pour cela, ils avaient payé le prix le plus élevé. Alors que le soleil se couchait sur les champs normands, peignant le ciel de rouge et d'or, les 4 survivants contemplaient les cicatrices laissées par la guerre. Le vent portait encore l'odeur de l'huile et de la fumée, rappelant la brutalité du combat et le courage nécessaire pour le surmonter. Les villages étaient encore intacts, les ponts toujours debout, et les habitants pouvaient continuer à vivre, inconscients des sacrifices faits pour leur sécurité. Chaque épreuve, chaque acte de bravoure, chaque seconde de peur et de détermination resterait gravé dans leur mémoire et dans l'histoire. Dans le silence qui suivit, un sentiment de respect et de fierté se fit sentir. Les 4 pilotes, malgré leurs blessures et leur fatigue, savaient qu'ils avaient fait ce qui était nécessaire. Henri ramassa la photo de sa fiancée, la tenant contre son cœur, symbole de tout ce pourquoi il s'était battu. Luc observa le ciel, ses yeux brillants d'une lumière mêlée de soulagement et de détermination. Dédé et Marcel, silencieux, comprenaient que leur courage avait été mis à l'épreuve et qu'ils avaient triomphé. Leur retour à l'aérodrome fut lent mais déterminé. Chaque pas sur le sol ferme était une victoire sur la peur et la mort. Chaque respiration un rappel de leur humanité et de leur résilience. Les moteurs éteints, les avions endommagés, les corps fatigués mais vivants, tout témoignaient de la lutte et du prix du courage. Henri, Luc, Dédé et Marcel se tinrent ensemble, regardant le ciel normand, conscients que chaque bataille gagnée était une étape vers la liberté, mais que le chemin resterait long et périlleux. Le soir tombait, enveloppant les champs et les villages dans une lumière douce et crépusculaire. Le vent soufflait encore, portant avec lui les souvenirs de la journée, les échos des explosions et le silence respectueux de ceux qui avaient survécu. Henri, tenant la photo contre lui, pensa à André, à ses camarades disparus et à tous ceux qui avaient sacrifié leur vie pour la cause. Luc, observant le ciel désormais calme, sentit une vague de soulagement et de détermination. Dédé et Marcel se joignirent à lui, formant un cercle silencieux mais fort, symbole de survie, de camaraderie et de courage. Chaque geste, chaque pensée, chaque souffle comptait. Le prix du courage avait été payé, mais le ciel normand, bien que marqué par la bataille, restait sous leur protection. Les 4 hommes comprenaient que la guerre continuerait, que d'autres combats les attendraient. Mais à cet instant précis, ils avaient tenu le pont, tenu le ciel et tenu l'espoir de ceux qui dépendaient d'eux. La nuit avait été longue, et les habitants du petit village normand avaient veillé, les yeux rivés au ciel, scrutant l'obscurité avec une anxiété mêlée de peur et d'espoir. L'éclat d'Henri s'écrasant dans un champ de blé fut le signal qu'ils attendaient. Immédiatement, les hommes, les femmes et même les adolescents se rassemblèrent, armés de tout ce qu'ils pouvaient trouver. Les paysans attrapèrent des fourches, des bêches et des bâtons, tandis que certains des hommes plus âgés prirent leurs fusils et fusils de chasse, poussiéreux mais encore fonctionnels. Depuis les cuisines, des marmites d'huile bouillante furent préparées, prêtes à être utilisées contre quiconque tenterait de s'approcher. Les maisons se transformèrent en véritables bastions improvisés, barricadant les fenêtres avec des planches et des meubles,
tandis que chaque recoin du village fut scruté pour anticiper l'arrivée des patrouilles allemandes. Chaque souffle d'air, chaque craquement dans l'obscurité semblait amplifier la tension. Claire et Luc prirent les devants, guidant les villageois avec calme et autorité. Ils expliquèrent l'importance de retarder les renforts allemands, faisant comprendre que chaque seconde gagnée sur le terrain pourrait changer le cours de la bataille. Les habitants, bien que terrifiés, écoutaient et suivaient les instructions. Les champs entourant le village furent parsemés de pièges cachés, de trous camouflés et de barbelés improvisés, destinés à ralentir les véhicules ennemis. Les toits furent occupés par des veilleurs, armés de jumelles, de fusils et de simples bâtons, scrutant chaque mouvement dans les rues et les champs environnants. Les chiens, attachés et dressés, aboyaient au moindre bruit suspect. La petite communauté était devenue une forteresse vivante, chaque personne jouant un rôle vital dans la résistance. Dans l'après-midi, le murmure de la bravoure et du sacrifice se répandit dans tout le village. La nouvelle que le pilote britannique, Henry, avait donné sa vie pour les protéger circula rapidement, inspirant une énergie nouvelle. Les enfants, curieux et fascinés par le courage de cet inconnu, couraient le long des barricades, jetant des regards émerveillés vers le site du crash. Les plus âgés, les mains jointes et les yeux levés vers le ciel, murmuraient des prières devant une croix en bois dressée précipitamment à proximité du champ où Henry avait trouvé la mort. Chacun comprenait que la transformation du village en forteresse n'était pas seulement une question de stratégie, mais un acte de survie et de respect pour ceux qui s'étaient sacrifiés. La présence de Claire et Luc sur le terrain fut essentielle. Claire courait entre les maisons, donnant des instructions, vérifiant les barricades et assurant que les habitants étaient à l'abri des tirs ennemis. Luc supervisait les pièges, les champs minés et les points de surveillance, s'assurant que chaque angle du village était couvert. Ensemble, ils formaient un lien entre le courage des habitants et la mission de l'aviation alliée au-dessus. Dans le ciel, les avions de la Royal Air Force patrouillaient, surveillant les mouvements ennemis et intervenant lorsque cela était possible. Les villageois, inspirés par cette protection aérienne, trouvaient la force de se tenir fermes et de repousser les patrouilles allemandes qui tentaient d'entrer dans le village. La coordination improbable entre les défenseurs au sol et les pilotes dans le ciel créait un équilibre fragile mais efficace contre l'envahisseur. Le soleil se déplaçait lentement dans le ciel d'après-midi, projetant des ombres longues et dorées sur les rues et les maisons. Les premiers assauts allemands se heurtèrent aux pièges et aux barricades, chaque patrouille retardée par des obstacles simples mais ingénieux. Les chevaux et les charrettes utilisés pour transporter du matériel de l'armée allemande furent stoppés par des fossés camouflés et des barres de fer, dissimulées dans les champs. Les tirs sporadiques des villageois, même à distance, forçaient l'ennemi à avancer prudemment, rendant chaque mètre gagné ardu et coûteux. Le village, autrefois silencieux et tranquille, était devenu un bastion vibrant de résistance, chaque habitant contribuant à sa survie. Dans les maisons, les femmes organisaient des postes de soins improvisés. Les blessures légères étaient traitées avec des bandages et des herbes médicinales, tandis que les plus graves étaient stabilisées en attendant un secours extérieur. Les enfants servaient de messagers, courant entre les maisons pour transmettre les ordres de Claire et Luc, transportant des munitions ou simplement relayant des informations vitales. Les anciens, malgré la peur, se joignaient à la coordination, utilisant leur connaissance du terrain pour conseiller sur les meilleures positions défensives et les points de repli. Chaque membre de la communauté, jeune ou vieux, avait trouvé sa bisaille, place dans la défense du village. L'après-midi s'étira et les renforts allemands commencèrent à se rapprocher. Les éclaireurs envoyés plus tôt eurent des rapports précis sur les positions ennemies. Luc et Claire ajustèrent immédiatement les plans, renforçant les barricades là où les Allemands semblaient vulnérables et organisant des embuscades dans les champs et les ruelles. Les villageois, encouragés par les succès initiaux et la présence rassurante de leur leader, redoublèrent d'efforts. Leur voix, autrefois tremblante, résonnait maintenant avec détermination et courage. Chaque cri, chaque ordre et chaque mouvement étaient exécutés avec précision, comme s'ils avaient été entraînés depuis des années. Les heures passèrent, et la tension monta encore. Chaque bruit suspect dans les ruelles, chaque ombre mouvante dans les champs pouvait signaler l'approche de l'ennemi. Les enfants,
bien que gardés à l'écart des lignes directes de combat, observaient avec des yeux grands ouverts, apprenant silencieusement ce que signifiait le courage et le sacrifice. Les parents, tout en assurant leur protection, ne pouvaient s'empêcher de ressentir la fierté et la solidarité qui émergeaient au milieu de la peur. Le village était devenu une véritable communauté de résistance, soudée par le danger et la nécessité de survivre ensemble. Vers la fin de l'après-midi, les Allemands se heurtèrent à des embuscades soigneusement préparées. Les chevaux furent effrayés, les véhicules bloqués, et les soldats surpris par la résistance inattendue. Les habitants, bien que simples paysans et artisans, montraient une efficacité et un courage dignes de vétérans. Leurs actions retardaient l'avance ennemie, permettant aux forces alliées de se rapprocher des zones stratégiques. Chaque seconde gagnée par le village était une victoire sur l'ennemi, et chaque acte de bravoure renforçait la détermination collective. À mesure que le soleil descendait, les lumières de la fin d'après-midi baignaient le village d'une lueur chaude et rassurante. Les habitants, épuisés mais vivants, pouvaient constater les résultats de leur travail acharné. Les barricades tenaient, les pièges avaient fonctionné, et l'ennemi avait été retardé, laissant le village intact. Les jeunes hommes et femmes qui avaient tenu les rues et les champs sentaient une fierté silencieuse et durable. Les enfants, curieux, s'approchaient encore du site du crash, respectant le lieu où Henri avait sacrifié sa vie, leurs yeux brillants de compréhension et de gratitude. La croix en bois, dressée au champ du crash, devint un symbole pour tout le village. Les habitants déposèrent des fleurs sauvages, des rubans et des objets personnels autour d'elle, rendant hommage au courage et au sacrifice d'un inconnu devenu un héros local. Claire et Luc, observant cette dévotion, ressentirent une émotion profonde. Leur travail de guidage et d'instruction avait transformé des civils ordinaires en défenseurs héroïques. La petite communauté, unie par le danger et l'adversité, avait trouvé la force de résister et de protéger ce qui lui était cher. À la tombée de la nuit, le village était toujours debout, une forteresse imprévue mais efficace. Les Allemands, perplexes face à la résistance déterminée et coordonnée, hésitaient à poursuivre leurs investigations. La combinaison de courage humain au sol et de soutien aérien avait créé un équilibre fragile mais puissant. Les habitants, fatigués mais invaincus, savaient que chaque instant de leur vigilance et de leur action avait contribué à protéger leur communauté et à retarder l'ennemi, offrant aux forces alliées une opportunité cruciale pour avancer. Le crépuscule apporta un calme relatif, mais le village ne relâcha pas sa vigilance. Les sentinelles restaient postées sur les toits, les pièges étaient inspectés et les barricades maintenues. Les familles se regroupaient dans leurs maisons, partageant un repas frugal, mais chaque conversation était ponctuée de vigilance et de conseils pour les prochaines heures. Les enfants écoutaient attentivement, absorbant chaque instruction et chaque récit de bravoure. Les anciens, bien que fatigués, racontaient les histoires des combats passés et des sacrifices qui avaient façonné la liberté de leur terre, rappelant à tous que chaque action comptait. Alors que la nuit s'approfondissait, les étoiles commençaient à apparaître dans le ciel clair. Le vent transportait les sons lointains des champs et des bois environnants. Mais le village restait solide, fort de sa nouvelle identité de forteresse. Les habitants s'étaient transformés de simples villageois en une communauté unie et résolue, prête à défendre chaque maison et chaque champ. La mémoire de Henri, son sacrifice, et la coordination avec les pilotes alliés avaient inspiré un courage durable et une détermination inébranlable. Le village, bien que petit et isolé, avait prouvé qu'avec le courage, l'ingéniosité et l'unité, même les plus simples pouvaient tenir tête à la force d'une armée. Des années plus tard, dans les années 60, Henri Delmas retourna dans le champ de blé où André était tombé et où le Morane s'était écrasé. Les voies ferrées avaient été reconstruites, la guerre étant depuis longtemps terminée. Un mémorial se dressait, gravé, aux 4 qui ont retardé la mort et gagné du temps pour la liberté, Luc, André, Claire, Henri. Les trains passaient chaque jour, remplis de voyageurs et de touristes inconscients des sacrifices sous leurs roues. Henri posa les mains tremblantes sur les noms, sentant le poids du passé. Des enfants jouaient à proximité, entendant des histoires de courage, sans jamais connaître toute la vérité. À Cambrai, Luc Béraud visita l'ancien aérodrome, désormais transformé en terre agricole. Une hélice rouillée pendait dans une grange,
un témoignage silencieux de ceux qui avaient piloté de fragiles jouets pour défendre le ciel de la France. Même des jouets, murmura-t-il, peuvent sauver une nation s'ils sont entre les mains d'hommes qui refusent de tomber. Le vent portait un léger bourdonnement de moteur à travers les arbres. En Normandie, les villageois déposaient encore des fleurs sur le site du crash, honorant le pilote qui avait défié la mort. Un seul choix avait sauvé un village, retardé une division allemande et offert à d'innombrables vies une chance de liberté. Les échos du courage demeuraient dans les champs silencieux, à jamais gravés dans l'histoire. Ensuite, 2 autres histoires exceptionnelles vous attendent à l'écran. Si celle-ci vous a touché, vous ne voudrez pas manquer les suivantes. Cliquez et allez les découvrir. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.